Eh bien c'est bien, c'est cette expression qu'on a tous et toutes entendue un jour, quand on tente d'expliquer ce que l'on fait et pourquoi on le fait, et qu'on nous répond cette phrase, avec un sourire poli, comme pour clore la conversation. Ici, on rouvre cette discussion, on prend le temps, on est curieux. Dans Eh ben c'est bien, j'ai eu envie de tendre le micro à celles et ceux qui font, qui créent, qui bricolent, qui tissent ou imaginent, des artistes ou des artisanes, pros ou amateurs, pour qui la créativité est une nécessité, un espace d'expression, un refuge ou un engagement. Aujourd'hui, on rencontre Florian Soulier, aka Zelezna, à la jonction entre Floating Point et Alexandro Cortini. Il crée avec sa musique des atmosphères intimistes, souvent méditatives et émotionnellement riches. Son style oscille entre la douceur, des textures sonores plus expérimentales, des percussions organiques, donnant à son œuvre une dimension à la fois humaine et moderne. Il joue beaucoup sur les silences, les nuances, les variations dynamiques, offrant une expérience sonore immersive où le temps semble s'étirer, parfois s'arrêter. L'entendre en live ou en studio nous fait entrer dans une sorte de rêve où plus rien n'est palpable. L'écouter, c'est comme écouter un dialogue entre l'émotion brute et la technologie. 3 EP, un court-métrage accompagné de ses musiques, plusieurs projets annexes comme un trio harpe, voix, synthé modulaire, guitariste pour l'ombre, compositeur pour des collectifs de danse, Florian explore et crée constamment. Il vient aujourd'hui nous parler de tout ça, de sa vision de l'art et de la musique, et de comment ses choix artistiques reflètent aussi un engagement dans l'art expérimental, celui qui lui parle et qui fait du sens. Merci Florian d'être là. Merci beaucoup. Tu as fait le conservatoire de musique et tu es allé à la fac de musicologie. Tu es guitariste de formation et toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser le synthé modulaire ? Comme tu l'as dit, j'étais guitariste et j'ai découvert la musique électronique assez tard par le biais d'un ami que j'ai envie de citer qui s'appelle Émile Petitjean, qui m'a fait écouter beaucoup de choses en musique électronique et du coup j'ai commencé à me dire que c'était intéressant que j'aille vers la musique électronique à un moment donné. Et au bout d'un certain temps aussi, après pas mal d'expérimentation, après un premier solo, j'ai eu envie de me recentrer sur quelque chose qui puisse me permettre, d'avoir un instrument de musique qui puisse me permettre de jouer de la musique électronique. Ok. J'étais avant ça un peu démuni face à Ableton et des infinités de possibilités pour faire de la musique électronique, et avec un synthé modulaire, j'avais cette possibilité tout d'un coup de me créer mon propre instrument de musique et de pas m'éparpiller dans une infinité de possibles avec les logiciels. Ok, je sais que tu achètes énormément de matos pour Tout à ton fait, synthé. tout à fait. Est-ce que du coup, tu as pas parfois un peu l'impression d'être perdu entre tes nombreuses choses que tu achètes ? Je sais pas trop comment tu appelles ça. Je dirais tes Les bébés modules, parce que tu les adores. C'est les modules, ouais, c'est tes ça. modules. J'ai absolument pas la sensation d'être perdu parce Ouais. que je passe tellement de temps à regarder des vidéos avant d'acheter que je sais exactement ce que j'achète. Et même parfois, je sais déjà ce que je vais composer avant d'avoir les trucs. Ok. Du coup, une fois que j'ai les trucs, les modules, je peux vite arriver à un résultat. Mais c'est un processus qui est hyper long en fait avant de claquer toutes mes thunes dans l'achat de matos. Mais du coup, voilà, quand j'achète, je sais ce que je fais, je sais où je vais en général. Ce qui m'empêche pas de revendre aussi beaucoup. Oui, bah, j'imagine, oui, forcément. Est-ce que étudier la musique de manière classique, donc au conservatoire, et j'imagine à la fac aussi peut-être, est-ce que ça t'aide aujourd'hui à composer sur ton synthé modulaire, ou justement tu t'en es complètement écarté ? Alors ouais, non, ça m'aide beaucoup. Je dirais qu'il y a un truc dont j'ai dû me débarrasser, c'est peut-être l'envie d'être très bavard sur l'harmonie, par exemple. Par exemple, je sais pas, j'ai fait beaucoup de compositions trop bavardes. J'ai pas d'autres mots qui me visent, mais parce que quand tu sais faire quelque chose, t'as envie de tout donner. Mais en fait, au bout d'un moment, il y a peut-être l'envie aussi d'être plus pertinent sur un discours plus efficace, sans se perdre encore une fois dans trop de choses. Et je pense que ce qui m'aide et ce que je retiens de l'apprentissage à la fac, au conservatoire, etc., c'est en fait je perds pas de temps avec les règles harmoniques, je perds pas de temps avec les choses rythmiques. J'ai une vision assez claire de ce que je veux faire harmoniquement, etc. Et plus ça va, plus je fais des choses très simples harmoniquement et rythmiquement, parce que c'est plus trop ce qui m'intéresse en réalité non plus. C'est plutôt le timbre, le travail du son qui va m'intéresser. Et du coup, mes connaisses harmoniques me servent à pas passer de temps là-dessus, parce que ça m'intéresse plus trop. J'aime bien aller chercher une couleur majeure ou une couleur dans le mode d'une gamme, mais sans forcément faire trop de travail là-dessus. Est-ce que tu peux nous éclairer du coup comment ça fonctionne le synthé modulaire ? Parce que je pense que même dans ma tête, c'est un peu flou. Ouais.
Je t'ai déjà vu faire, mais ça reste quand même assez fou. Et en fait, c'est une question un peu piège parce qu'il n'y a pas un synthé modulaire, il y en a autant que de gens qui se fabriquent leur propre synthétiseur modulaire. Le principe, c'est que chacun va choisir ses modules et les combiner ensemble pour se créer sa manière de faire fonctionner des modules. Chaque manière est donc unique, différente, et je peux simplement parler peut-être de ma manière et de mon synthé modulaire qui est très... du coup, comme chaque synthé modulaire est unique. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai 3 sources sonores, donc c'est relativement peu. Et avec ces 3 sources sonores, je les fais passer dans des effets de modulation, de filtres, dans différents effets. Et tout ça passe dans un mixeur. Moi, ce que je fais, c'est que je pousse ces sources sonores dans les effets, etc. Je les fais grossir, je les fais rapetir, je les sculpte comme si j'étais un mixeur un petit peu, presque plus à la technique, en fait, qu'à l'interprétation d'un instrument. Est-ce que, par exemple, si tu enregistres des sons de guitare, est-ce que tu vas pouvoir les mettre, les refaire passer par le synthé modulaire pour les changer, ou c'est les différents points du synthé qui vont créer le son? Si j'achetais un module là que j'ai en tête, je pourrais faire passer le son de ma guitare dans ce module pour le faire passer dans une chaîne d'effets. Pour le moment, j'en ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Et puis j'ai plus de place. Mais en tout cas, ce serait une possibilité. Mais j'ai pas pensé le truc pour ça. J'ai un module qui va donner des instructions de hauteur de note à un autre module qui va générer un son. Ça va passer dans un autre module qui va enlever certaines fréquences, en rajouter d'autres. Ça va passer dans un autre module de reverb par exemple, etc. Tout est pensé pour être autonome. Après, j'ai la possibilité de connecter à un ordinateur et donc à Ableton, et donc ça ouvre aussi beaucoup de possibilités. Mais j'essaye de le faire de moins en moins parce que j'ai l'impression que ça bride un peu quand même. Mais en tout cas, voilà, la base c'est ça, c'est que j'ai 3 sources sonores, donc quelque chose de très très peu étendu, et ça passe dans plusieurs modules. Ça me permet de retrouver de la densité dans le son. Ok. Voilà. Et est-ce que ça a changé, parce que tu joues toujours de la guitare ? Ouais. Est-ce que ça a changé ta vision des choses sur tes compositions à la guitare, du coup ? En fait, aujourd'hui, je ne compose plus à la guitare. Ouais. Donc il faudrait voir si je me remets à composer pour de la guitare. Mais ce que ça peut changer, je pense, parce que je suis quand même amené à utiliser la guitare pour des sessions studio, pour tel ou tel groupe, et où du coup il faut quand même être un peu imaginatif avec sa guitare. J'ai l'impression que ça m'a orienté vers un jeu beaucoup plus simple. J'ai jamais été virtuose, mais je le suis encore moins aujourd'hui. Mais peut-être pour être plus proche du son et du travail du son. Ok. Quand est-ce que tu as créé Zelezna et pourquoi tu l'as créé ? Il y aurait peut-être plusieurs angles pour répondre à cette question. Moi, je sais que j'avais un duo qui comptait beaucoup pour moi, qui compte encore aussi beaucoup pour moi, qui s'appelait Volgan, un duo avec Igor, qui a un projet qui s'appelle Haddock aujourd'hui, qui est super. Et avec Igor, on a joué pendant 4-5 ans sur ce duo, et j'ai adoré cette expérience. C'était vraiment chouette. Mais j'ai ressenti aussi sur la fin peut-être une frustration de ne pas être un peu plus dans l'électronique, dans la composition de la musique électronique, puisque Igor avait beaucoup la main dessus dans ce duo. Moi, j'avais juste 2 petits synthés. Et quand ce projet s'est arrêté, j'ai eu envie de vraiment... j'ai retrouvé l'espace pour moi tout seul expérimenter des sonorités électroniques. C'était après le premier solo, donc il y avait déjà eu une première expérience, ensuite ce duo, et ensuite je me suis dit bon, c'est bon, là je connais suffisamment de choses et j'ai envie de composer. Moi j'ai envie de faire des choses. Je pense qu'il y avait une nécessité d'être autonome, une nécessité d'être en solo, et c'est pour ça que Zelezna est arrivé. Ok, et à partir de combien de temps t'as fait tes premières EP, t'as trouvé un label? Ça a pris beaucoup de temps. Donc, on a toujours cet élément de repère du confinement. Oui. C'est au confinement que j'ai commencé à penser ce solo. Je voulais être sûr de ce que j'envoie. Enfin, j'ai vraiment pris, je pense, 2 ans de nouveau d'expérimentation. J'avais fait des premiers sons pendant le confinement que j'ai jamais sortis. Et puis avec certaines maquettes que je commençais à apprécier, mais que j'étais pas tout à fait bien avec ces maquettes. Il me fallait plus. Et du coup, j'ai contacté Nicolas Biro. Son nom d'artiste, c'est Polyjean, un artiste que j'admire vraiment, que j'adore. Et je l'ai contacté sans trop savoir s'il allait accepter de bosser avec moi, mais il a accepté. Et on a travaillé sur ces morceaux à 2. Il m'a vraiment aidé à les finir, à les pousser vraiment très très loin. Ce que j'aurais pas su faire seul, en tout cas à ce moment-là. Et ça m'a mis le pied à l'étrier, quoi. Mais entre le moment où je fais les premières maquettes, que je sors pas, puis les nouvelles, puis le travail avec Nicolas, il s'est passé 2 ans et demi, 3 ans. Ça a vraiment pris beaucoup beaucoup de temps avant de sortir les premières. Et à partir de ce premier EP,
les autres EP ont pu être créés beaucoup plus rapidement en fait. Okay. Donc, ça m'a mis le pied à l'étrier vraiment. Est-ce que tu as des moments, parce que je le dis dans l'intro, tu as quand même beaucoup de projets là en même temps en ce moment. Oui. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens être épuisé dans ta créativité, dans ton inspiration? Est-ce que ça arrive? Et si ça arrive, comment tu réagis? Ou au contraire, est-ce que le fait d'avoir autant de projets, ça nourrit et donc tu connais pas ce genre de page blanche? Tous les projets nourrissent, c'est évident. Enfin, à chaque fois, tu apprends des choses, tu en retiens des choses. Je crois que les périodes où j'ai envie de créer, c'est les périodes où il faut que je puisse m'ennuyer. C'est hyper important pour moi. Mais du coup, pour s'ennuyer, ça s'organise en fait. Et oui. Là, typiquement, si je sors de mon agenda, je sais qu'en janvier, je me suis mis une semaine que j'ai bloquée. Je pense que je vais pas réussir à tenir cet engagement. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un moment où je sais, on parlait d'achat de matos, je sais que je veux acheter une machine à ce moment-là. Et je sais que je me suis prévu une semaine où je veux m'ennuyer et juste passer ma semaine avec cette machine. Qu'on se rencontre, qu'on s'apprivoise, qu'on puisse se tutoyer, n'est-ce pas ? Et arriver à faire quelque chose avec elle. Mais du coup, voilà, en fait, les moments de création, c'est pas l'inspiration qui vient et du coup, j'arrête tout maintenant parce que là, ça me vient et du coup, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus pragmatique, en tout cas pour moi. Aujourd'hui, c'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, je suis obligé de l'envisager d'une manière plus pragmatique et de me dire, là, t'as une période où tu peux créer, donc t'as pas le choix, tu crées, c'est ton métier, il faut trouver les moyens et les ressources pour être inspiré à ce moment-là. Quel que soit le moment, il y aura toujours des idées qui vont venir parce que, tu vois, on parlait de l'appui théorique tout à l'heure. Si jamais je suis en panne d'inspiration, je peux toujours aller me dire, tiens, si d'une manière juste purement ludique, je m'amusais avec ce réservoir de notes-là et avec une polyrythmie comme celle-là. Enfin, je prends des outils de la matière théorique pour m'aider à me lancer sur quelque chose. Ouais, donc du coup, tu vas venir un peu forcer l'inspiration comme ça. Ça peut. Ok. Mais en réalité, c'est surtout les outils de travail qui m'inspirent, quoi. C'est surtout là le choix du modulaire, la future boîte à rythme qui est absolument incroyable, qui va orienter mes sons. Enfin voilà, comme je te disais, c'est plus le rapport au son qui m'intéresse aujourd'hui. Donc c'est vraiment le fait de geeker sur des vidéos de matos qui font que en fait, j'ai trop envie d'utiliser ça. Et à force de voir la vidéo et l'utilisation des machines, je me dis en fait, peut-être je pourrais en faire ci, ça. Et quand la machine elle arrive, j'ai qu'une semaine, mais j'ai déjà réfléchi à toutes les expériences que je voulais faire. En ayant une large part d'impro aussi et d'inconnu dans l'expérimentation. Mais, tu les notes ces idées ou t'as vraiment tout en tête et la semaine arrivant, t'es là genre c'est parti? Je note pas, je me dis que c'est un bon tri que celui qui se fait naturellement, de ce que je retiens des envies que j'ai eues en fait. Ok. Pour tes lives, donc, je pense à celui de la Chapelle des Carmélites, notamment, que t'as fait il y a 2 semaines. C'était assez fou et beaucoup de gens m'ont posé la question, d'ailleurs, si tu travaillais avec les personnes qui faisaient la lumière. Parce que du coup, on était vraiment, pour recontextualiser, c'est la Chapelle des Carmélites, tout le monde était assis ou allongé et en fait, tu jouais et c'était vraiment... il y avait une ambiance un peu de rêve. Et il y avait ces lumières justement qui jouaient sur ça. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu arrives en disant, voilà, mes sons c'est ça et j'ai réfléchi aux lumières comme ça? Ou est-ce que justement c'est les régisseurs qui te proposent des lumières en fonction des sons que tu vas jouer pendant la répétition Ça, effectivement, c'est la technicienne et le technicien qui étaient sur place. Donc Delphine, son blast, c'est Ad Chroma qui fait un travail formidable. Et il y avait Yann aussi. Les deux ont vraiment beaucoup travaillé sur le lieu. Ce sont des gens de grand talent. Et Delphine avait déjà vu ce que j'avais fait à l'église du Jésus. Donc elle avait une idée de mon set et elle avait demandé aussi à tous les artistes de la soirée d'envoyer leur son. Comme ça, elle avait une idée. Elle a pu, préparer beaucoup de choses. Je dis elle, mais je pense que Yann aussi a pu voir passer ces sons-là. Et du coup, voilà, ils se sont emparés du lieu, en fait. Elles ont vraiment pris le temps de tout programmé pour dessiner les traits de ce lieu avec c'était quand même un cadre déjà spécifique de base même sans les lumières. Ils ont fait un super travail d'adaptation des projections. Et après donc pour tout ce qui est synchro aussi, il y a aussi des phénomènes un peu on a envie de voir les correspondances entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Je pense qu'il y a aussi des phénomènes comme ça, mais les très grands professionnels que sont Delphine et Yann le savent et jouent avec ça, je pense, et prévoient tout ça aussi, quoi. Voilà.
Ouais, ça a super bien marché. Hein. Et je te confirme. Voilà, ouais, c'est ça. Non, mais c'était super. Mais du coup, ça te laisse pas forcément de la place pour l'improvisation? Si. Ah si, parce que quand ils ont écouté les sons, ils n'ont pas forcément prévu quelque chose de calé au millimètre. C'est pas du tout ça, c'est plus pour voir les ambiances, je pense, générales. Il faudra en parler avec elle plus précisément pour avoir les détails de ça, parce que même moi, je ne sais pas en fait comment exactement ils le font, mais je pense que c'est pas... En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas le temps, en fait, de juste tout écouter, calibrer tout pile poil. Alors là, sur le refrain, je vais mettre ça. Enfin, ça n'existe pas. Tu peux pas travailler comme ça. D'accord. Mais par contre, il y a des recherches de mood, d'ambiance. Et il faudra discuter avec elle pour voir jusqu'à quel point ça peut rentrer dans le détail. Tu t'entoures, du coup, d'autres artistes pour tes projets. Là, je sais que tu fais un trio avec une harpiste. Avec Rebecca et Clémence, c'est le... Comment tu choisis les personnes avec qui tu fais ces projets-là? Est-ce que tu les rencontres? Est-ce que c'est le hasard? Ou est-ce que parfois tu vas tomber sur quelque chose sur Instagram par exemple et tu vas te dire putain j'ai vraiment trop envie de bosser avec cet artiste et tu vas lui envoyer un message ou comment ça se passe? En l'occurrence ce projet-là c'est le trio de Clémence, c'est son nom, c'est son projet à elle et elle m'a contacté tout comme elle a contacté Rebecca pour qu'on se retrouve tous les trois parce qu'elle avait un son en tête, elle avait envie d'entendre mes sons de synthé modulaire. Et des sons de harpe aussi, celle de Rebecca. La rencontre s'est faite parce qu'en fait, on se connaît depuis longtemps avec Clémence. On était dans la même école ensemble à Toulouse, à Musical. Du coup, voilà, ça s'est fait un peu de son initiative, en tout cas. D'accord. Et avec les autres projets que tu peux avoir? Quand tu as travaillé pour la compagnie de danse, par exemple. Comment la rencontre s'est faite, du coup? Ouais, et qu'est-ce qui t'a donné envie aussi? Ah oui. Moi, je suis quelqu'un qui... Je suis très positif. J'adore rencontrer les gens. J'adore partager des choses. Je sais pas dire non. Je crois que je suis juste extrêmement curieux, quoi, des gens et de ce que ça peut faire dans les rencontres artistiques. Pour parler des Nana Movement, puisque c'est avec elle qu'il y a eu des Nana Jam notamment et qu'il y aura peut-être des choses dans le futur d'ailleurs. Je trouve que c'est super inspirant leur travail. Il y a un spectacle que j'ai vu 2 fois et qui m'a beaucoup plu. Moi qui ai vu très peu de danse dans ma vie, j'étais assez surpris de me rendre compte que ça me touchait vachement alors que j'avais très peu de références en fait. Et du coup, j'ai eu envie de jouer avec elle, quoi. Enfin, ça me paraissait assez évident de surtout pas dire non à ça parce que ça m'a trop plu en fait. Enfin, de sortir des choses, de voir comment le corps en face réagit et comment ça me refait réagir, comment s'effectuent les échanges, les ponts entre ces deux arts. Est-ce que tu fais la différence entre ce que tu es toi, Florian, et Zelazna? Ou pour toi, c'est une seule et même chose? Peut-être ça dépend de quoi on parle aussi, sur l'aspect image sur les réseaux, etc. Pour moi, c'est une autre personne. Ouais. Et après, sinon, non, je dirais que c'est juste c'est une petite facette de moi, Zelazna. Est-ce que tu mets à distance ce que tu vas publier, ce que tu vas montrer au public et toi? Et alors, mais peut-être que je le vis pas de cette manière-là, ouais. Je le vis pas d'une manière intime. Pour moi, c'est comme si je faisais du pain, tu vois. Enfin, un peu. Mais j'ai beaucoup de respect pour les boulangers en fait. Enfin, tu vois, je trouve ça super de faire du pain, tout comme ce sera super de faire un morceau. Et du coup, j'ai pas de pudeur tant que ça à montrer les choses. Il y a un peu d'enjeu bien sûr de pas sortir un truc naze que tout le monde va détester, mais enfin j'ai pas de... Pour moi, je suis pas en train de dévoiler une part extrêmement intime de moi quand je sors un morceau. Pour moi, c'est juste le résultat d'un travail. Enfin, pour moi, c'est vraiment du travail. Ça n'enlève pas l'aspect émotionnel qu'il y a dans la musique. Hein. Enfin, c'est quand même très important pour moi et que ça puisse peut-être réveiller des choses intimes au public ou même à moi-même dans un second temps. En fait, enfin, c'est quand même ça... un genre de but aussi, enfin c'est quand même le but, mais par contre un morceau c'est un morceau quoi, enfin je désacralise totalement le truc, je trouve. Pour moi c'est un peu comme tes périodes de création du coup, parce que tu disais tout à l'heure que tu te prenais une semaine où tu allais t'ennuyer parce que c'est ton taf de créer. Je pense que c'est vraiment la première fois que j'entends quelqu'un parler comme ça de la création. Je trouve ça trop intéressant de se dire en fait là c'est mon taf et c'est le moment et j'ai pas le choix. Alors qu'on peut entendre plus souvent, j'ai l'impression en tout cas, que c'est un peu des inspirations qui viennent comme ça, et puis là d'un coup il faut créer et tout. Et ouais. Mais je pense que ça a évolué pour moi aussi ça avec le temps. Et en fait c'est tout ce dont on parle ici, c'est la question directe avec est-ce que c'est ton métier ou pas. Et moi c'est mon métier, j'ai fait ce choix là, et du coup j'en accepte tout un tas de contraintes. En fait je les vis pas comme des contraintes, donc c'est cool. Tu vois justement quand je dis
je prévois des temps de création parce que c'est mon et que machin. Je suis pas dégoûté de faire ça, bien au contraire en fait. Je me dis putain, cette semaine là qui va arriver, je vais enfin pouvoir passer du temps à être à geeker sur mes trucs et à c'est le kiff en fait. Enfin, genre, c'est trop bien et j'attends ça comme une semaine de vacances impatiemment. Et en fait, c'est mon taf. Enfin, c'est trop bien. C'est pas c'est peut-être pas aussi froid que ça a l'air de l'être quand j'en parle parce que ça reste vraiment lié au plaisir. Enfin, pour moi, la pratique de la musique, en tout cas sur la partie création, ça ne peut que être lié à prendre du plaisir à faire ça. Sinon, ça ne marcherait pas. Du coup, tu te considères comme artiste ou comme artisan? Ou les deux? Question, ouais. Ou pas du tout les deux, d'ailleurs. Non, mais je me considère comme artiste parce que la musique est un art, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez... peut-être qui n'est pas premier degré, en particulier peut-être dans la musique que je fais aussi, mais même dans tout ce qui est manipulation d'un son qui a pour but de vouloir dire quelque chose en tant que son. Pour moi, c'est un geste artistique, en fait, quel que soit le style de musique. Donc ouais, je dirais artiste. Après, artisan, je pense que je le suis aussi sur certaines parties de ce travail-là. Une fois que je fais le son, après... j'allais dire sur la partie par exemple de mix, mais en réalité ça dépend parce qu'il y a des endroits dans le mix où tu interviens sur la partie de création, mais il y a des choses par exemple quand tu dois nettoyer des pistes ou quand tu dois faire un travail, c'est du BTP presque. Enfin, c'est plus technique. Tu nettoies, tu casses, voilà, mais sur une partie purement technique quoi. Là j'ai l'impression d'être un artisan, de participer à ce que l'objet final soit très beau en faisant des choses très pragmatiques quoi, enfin très obligatoire. Voilà. Ça te plaît aussi, cette partie-là? Ouais, après ça dépend quoi exactement. Mais en fait, quand tu mets de l'énergie pour un truc que tu trouves trop cool, t'acceptes aussi d'avoir des endroits, des moments... je sais pas, c'est un peu comme quand tu viens d'acheter une belle maison, t'es trop bien chez toi, t'es content de passer le balai, quoi.
Tu es un artiste du coup indépendant. Est-ce que pour toi c'est un choix de rester justement dans ce genre de musique très niche ou t'aimerais que ça se démocratise plus? Moi, je le vis pas du tout comme une musique de niche. Ok. Pour moi, c'est du sucre dans les oreilles, c'est de la pop, quoi. Ouais. Mais j'ai bien conscience que c'est pas le cas pour beaucoup de gens. Ouais. C'est pas grave, vraiment, c'est pas grave du tout. Je le comprends, je l'accepte. Mais en fait, pour moi, c'est quand je fais cette musique-là, je suis pas dans un délire en mode ah ouais, je vais faire un truc ultra cérébral pour endormir les gens. Enfin, Ah bah non. pour moi, c'est vraiment un truc de genre, j'ai l'impression de vivre quelque chose de très très fort Ouais. et de. Ça te parle. Donc voilà, enfin ce mot musique de niche, je le comprends tout à fait qu'on puisse mettre l'étiquette dessus. Ouais. Mais si je le vivais comme ça, je pense que je ferais pas ça. Enfin, j'ai besoin de faire la musique qui te parle. Qui me parle le plus possible. Et en fait, c'est ça la définition de la musique pop, c'est que ça parle le plus possible. Oui, c'est vrai. Donc à moi, cette musique-là, elle me parle à fond. Donc je la vis pas comme un truc de niche. Je la vis pas comme un truc voilà, cérébral ou enfin, je saurais pas trop quel mot utiliser. Ouais. C'est au contraire extrêmement vivant. Et oui, donc j'ai pas, enfin, je m'enferme dans rien du coup et je me dis pas il faut que je reste dans ce créneau-là. Moi, si ça tenait qu'à moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon métier. J'ai trop envie d'être capable de faire des titres catchy pour gagner plein de thunes, en fait. J'aurais aucun scrupule là-dedans, mais en fait, ça ne me parle pas de faire ça. De participer à des trucs comme ça peut me plaire, en fait. J'ai pas de... Encore une fois, il n'y a pas de... Je mets pas dans une hiérarchie tout ça. C'est pas ça. Mais par contre, là, on parle de mon projet solo. Il faut que ça me parle à fond, quoi. Enfin, j'ai pas le choix. Et ce qui me parle à fond, c'est ça. Donc, tant pis, je gagnerai peut-être des thunes ailleurs une autre fois. On verra. Ok. Mais est-ce que tu aimerais du coup que ça puisse être un jour beaucoup plus démocratisé? Tu vois, alors peut-être qu'il y a des radios qui le passent, mais tu vois, je pense aux radios du style, je sais pas, RTL2, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Ou peut-être que ça passe sur Radio Classique, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais est-ce que tu aimerais que justement ce soit à plus grande échelle? Cette musique-là en général, tu veux dire, l'ambiance? Ouais. Bon, moi, je pense qu'il faut pas forcer les gens. Hein. Enfin, la musique, elle est là. Les gens, s'ils ont envie de l'écouter, ils y ont accès. Alors ça, c'est peut-être une vraie question en réalité. Je pense que c'est très dur, par exemple, pour les programmateurs de faire ce qu'a fait Tom, des combinaisons voltaïques, par exemple, pour la chapelle des Carmélites. C'est très dur à organiser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour ça. On n'est pas sûr que le public sera là. C'est un gros travail qu'il a fait, Tom. Mais donc ça questionne quand même l'idée que les gens aient accès à ça. C'est peut-être pas si vrai que ça, ce que je raconte. Enfin, je pense qu'il faut pas forcer les gens, quoi. Et que la musique, elle existe. Et après, voilà, on est dans la société dans laquelle on est. On sait comment fonctionnent les algorithmes Spotify, etc. On sait qu'on est dans ce monde-là. Et je sais pas où je vais avec tout ça, mais enfin... Non, mais oui, je tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, on est aussi prisonnier de tout ça, quoi. Mais pour moi, c'est pas un enjeu de me dire il faut absolument que tout le monde écoute des sons ambiants. Non, parce bien que sûr. Ça va réveiller des choses en eux différentes. Enfin, non, moi, je suis pas dans ce truc-là. Alors, c'était pas par rapport à ça que je posais la question, c'était plus parce que on a quand même l'habitude d'entendre des sons qui sont très harmonisés, j'ai l'impression, pour plaire aussi. Parce que, on est dans un monde, comme tu as dit, où c'est plus simple pour les algorithmes et tout, d'avoir un peu... toujours ce truc un peu pop qui rend heureux, trop bien ou pas, mais tu vois, les mêmes choses qui reviennent assez souvent. C'était plus pour dire, est-ce que toi, ça te plairait que justement, ça change un peu, pas forcément forcer les gens à écouter ça, mais que les programmateurs sur les radios ou que les algorithmes sur les plateformes changent pour mettre en avant ce genre de musique-là. Peut-être que ce qui me pose problème, c'est que justement, il y ait une logique de mettre en avant. J'ai l'impression que là, les algorithmes mettent en avant certains contenus de musique pop, pour parler très vite. Mais en fait, déjà, ça fausse les règles du jeu. Et je pense pas que c'est en se disant, bon, maintenant, on va mettre en avant tel autre style de... Non, en fait, je sais pas, pour moi, l'accès à la musique, ça devrait être gratuit pour tous. On pourrait... voilà, je suis dans une utopie, hein, dans ma tête, j'en ai bien conscience, mais en fait, c'est un service public, tu vois, pour moi, de pouvoir avoir accès à la musique et les médiathèques servent à ça, par exemple, je trouve ça super. Et le fait qu'aujourd'hui, on soit dans ces systèmes-là, avec des algorithmes, etc., des enjeux d'argent extrêmement forts, en fait, on vit dans un jeu où les règles sont faussées par rapport à qu'est-ce qu'on peut découvrir, etc.
Et je pense pas que de jouer encore plus ce jeu-là, ça peut changer la donne. Je pense qu'au contraire, il faut pas penser en logique de mettre en avant tel ou tel truc. Ouais. Non, les choses sont là et puis après, on se sert, quoi. Voilà. Ok. Utopie. Ouais, mais trop bien. Parce que je suis entièrement d'accord avec toi, mais je trouve que c'est une vraie question, dans le sens où en fait, on doit aussi jouer avec les règles du jeu qu'on a, tu vois. Ouais. En fait, il est là le problème, c'est que c'est très compliqué de changer les choses à une échelle qui est petite. Enfin, nous, complètement. Et en fait, du coup, est-ce qu'on choisit de jouer avec ces règles-là, ou est-ce que justement on prend le contre-pied, ce que tu dis, et on choisit d'avoir ce rêve-là, cette utopie, en décidant de faire ce qui nous parle, etc., pour l'atteindre peut-être un jour. Tu vois ? Je pense qu'à notre échelle, je vais reprendre l'exemple de Tom, des combinaisons voltaïques. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour le coup, agit concrètement face à ça. En se battant, il perd beaucoup d'énergie, il fait ça juste pour l'amour du truc, quoi. Et en fait, cette énergie-là, cette force-là, pour le coup, elle est, pour moi, je sais pas si c'est son discours, mais pour moi, c'est extrêmement politique ce qu'il fait. Oui. Mais c'est pas pour se battre contre l'algorithme, c'est pour faire vivre des choses localement. Mais c'est pas un affrontement direct, quoi. Pour moi, c'est l'underground, en fait. On pourrait. Enfin, je pense que c'est moi sa place ici, en fait. Okay. Et que plus il y aura de gens pour faire vivre ce monde souterrain, plus on peut non pas se battre du coup avec ça, mais échapper à des logiques qu'on n'a pas envie de jouer, quoi. Enfin, qu'on n'a pas envie de voir fonctionner. Après, peut-être qu'en tant que musicien, le simple fait de faire cette musique-là, c'est déjà un peu ce geste-là aussi. Ouais. Mais j'ai pas l'impression d'être moi militant dans une lutte à faire ça, tu vois. D'accord. Je pense que ce que fait Tom, encore une fois, je prends que son exemple, il y en a plein d'autres, Aurélien, les Caméléons, je parle que de Toulouse aussi, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se battent pour des choses comme celle-là. Je pense que c'est surtout ces personnes-là qui sont essentielles par rapport à notre sujet. Ouais. Mais du coup, quand tu y participes, tu considères que ton choix d'y participer, c'est politique, ou c'est vraiment parce que tu as vraiment envie d'y participer, parce que tu trouves ça trop... Si, oui, t'as raison. L'initiation trop enfin, le truc trop chouette. Oui, non, t'as raison que c'est pas anodin de participer à ça. Je pense que c'est plus facile pour moi quand même. Enfin, je veux dire, c'est... Moi, on m'invite, je viens jouer la musique que j'adore faire. Enfin, il y a quelque chose de... Il n'y a pas de... Comment dire, j'ai l'impression que quand t'es du côté des orgas, t'as vraiment un poids sur les épaules, t'as une pression, t'as un stress. Moi, je viens juste jouer ma musique, quoi. Donc, j'ai pas envie de mettre sur la même échelle. Non, ça, bien sûr, je comprends. Mais j'ai juste l'impression qu'il y a des gens pour qui c'est une vraie mission militante. Ouais. Et moi, j'ai l'impression d'être un allié, un peu. Voilà. Ouais, je vois. Plus comme ça que je dirais. Ça te ressemble bien, je trouve. Ah oui. Voilà. Est-ce que dans tout ton parcours créatif, donc je parle du moment où tu as été au conservatoire jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as douté de ton choix d'être artiste et musicien ? Quand tu dis conservatoire, tu parles depuis mon enfance, quand j'ai commencé... peut-être que... je t'ai pas posé cette question, mais est-ce que ça a toujours été évident pour toi que tu serais musicien plus tard, genre comme un métier ? Je pense que c'est venu assez vite, en tout cas. Toujours, je sais pas, mais assez vite. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que quand j'étais au lycée, je me projetais vraiment dans des études musicales, quoi. Okay. J'avais vraiment en tête de faire la fac de musicologie jazz au Mirail. Je l'ai faite et donc j'étais super heureux. J'ai crié dans tous les sens quand j'étais accepté. Mais du coup, les seuls moments de doute que j'ai pu avoir, c'était il y a quelques années, sur des moments où l'intermittence c'était très difficile pour moi. Et je me suis confronté à des moments de précarité un peu forte. Et ça a été des moments où je me suis dit, bon, est-ce qu'on arrête d'être dans un rêve adolescent et on va faire un vrai métier, comme disaient les autres, ou est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher ? Et là, je me suis accroché. Pour l'instant, ça vaut le coup. Je suis très content d'avoir passé ces étapes-là. Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de ne pas repasser de nouveau dans des moments comme ça, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même... la leçon que je retire de tout ça, c'est que là, ça fait un moment que je suis musicien à Toulouse, que je connais beaucoup de gens qui sont musiciens et qu'on se serre les coudes, du mieux qu'on peut, en tout cas. Je pense que je pourrais plus jamais avoir la sensation que j'ai eue, sensation de solitude et de pas trop savoir comment faire pour rester professionnel. Okay. J'ai l'impression qu'il y a un entourage, qu'il y a
qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de choses. On est ici chez Jérémy à Nuance, qu'on remercie 1000 fois. En fait, voilà, on est nombreux en fait à pas forcément vivre la précarité, en tout cas l'avoir connue et à avoir des ressources en fait du coup. Et donc aujourd'hui je me pose plus cette question-là. Mais voilà, s'il y a eu un seul moment de doute dans ma vie, c'était à ce moment-là. D'accord. Sinon j'ai jamais eu de doute. Voilà. Est-ce que tu es satisfait une fois que tes EP sont sortis et quelle relation tu entretiens ou quel regard tu portes sur tes premières œuvres, donc ton premier EP de Zelezna et le dernier qui est sorti ou qui va sortir là C'est assez émouvant. Quand ça sort, en général, même tout le temps, je suis content au moment où ça sort. Même si parfois c'est un peu longtemps après avoir composé. J'ai un regard aussi très critique en réalité sur les choses que j'ai pu faire avant. Enfin, il y a des choses que je ferais plus de la même manière, etc. Mais ce dont je suis fier, c'est la manière dont se sont faites les choses. Par exemple, je te parlais du premier EP avec Nicolas Biro. Pour moi, peu importe ce que je pense des morceaux aujourd'hui, en réalité je pense encore que c'est des bons morceaux, mais ce que je retiens, c'est l'expérience de travail avec Nicolas, de voir qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai appris, et pour moi c'était une expérience extrêmement riche. Pareil sur mon deuxième EP, donc c'était juste au modulaire, j'étais content de pouvoir sortir pour la première fois des sons avec un full modulaire, avec un nouveau rapport au son. Et le troisième et dernier EP que j'ai sorti, c'était avec Jérémy, donc à Nuance et Axel. Et là encore, une expérience incroyable de prise de son avec les batteries, avec le violoncelle que j'avais rajouté sur mes compos. Et ça, c'était pareil, une super expérience en fait. Donc ce que je retiens, c'est surtout ces moments-là qui sont super. Et là, du coup, je vais sortir probablement un EP autour de février, mon nouvel EP. Mais ça me fait ça un peu à chaque fois. Je vais te dire ce que j'aurais pu te dire quand j'ai sorti le deuxième, puis le troisième, etc. J'ai la sensation que j'ai enfin touché quelque chose du doigt, où je suis un peu à l'aise avec ce qui va sortir. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose d'abouti. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que c'est super, peu importe en fait. En tout cas, j'ai l'impression d'être allé au bout d'une réflexion. Et je suis quasiment sûr qu'une fois que ce sera sorti un an plus tard, j'en parlerai de la même manière que j'en parle de ceux qui sont sortis. C'est-à-dire, ok, bon, c'était un travail que j'ai fait il y a longtemps, maintenant je suis parti sur autre chose et donc ça m'intéresse plus trop. Enfin, tu vois, voilà, c'est extrêmement mouvant, quoi. Quelles sont tes inspirations pour les sons, justement, que tu crées ? Où est-ce que tu tires l'inspiration ? Est-ce que ça va être des trucs très classiques ? Ou est-ce que ça va venir d'un peu tous les genres de musique ? Ça va vraiment dépendre des EP. Ouais. Là, vraiment, pour l'EP qui sortira, j'ai beaucoup écouté et analysé la musique d'Alessandro Cortini. J'ai été très curieux de voir comment il faisait. J'en ai dégagé des principes assez clairs parce que je voulais vraiment essayer de reproduire les sensations que j'éprouvais quand j'écoutais sa musique. Et ça va rejoindre ce que je te disais au début de l'émission. Des choses qui harmoniquement sont extrêmement simples. Il y a un rapport au son pur, analogique, une source qui est très, très pure et qui vient être retrouver de la densité avec des effets, etc. Une sorte d'épaisseur. Enfin, en tout cas, voilà, un travail de la texture, vraiment. C'est ça qui m'a plu dans le travail d'Alessandro Cortini. Je pourrais même citer Caterina Barbieri, même si au final je me sens plus proche d'Alessandro maintenant. En tout cas, tous les artistes qui finissent par I, en général. Super. Et du coup, là, c'est vraiment des influences très très claires qui m'ont inspiré pour la suite. Mais sur les 3 précédents EP, c'était plutôt au contraire très dispatché. Il y avait plein de choses très très différentes. Il y avait même un peu de free jazz dedans, avec des gros solos de batterie qui viennent de foutre le bordel. Il y avait même dans l'arrangement, il y avait des inspirations un peu orchestrales. Il y a Noémie Buchy qui m'inspire énormément pour mon dernier EP qui est déjà sorti, donc Knocked Out. C'est une artiste qui travaille avec une matière orchestrale et qui passe cette matière-là dans des synthés granulaires et qui en fait un peu ce qu'elle veut. Je sais pas, c'est un peu abstrait peut-être, mais en tout cas ça m'avait beaucoup beaucoup inspiré, par exemple. Mais c'est souvent des artistes que j'écoute en boucle, que j'étudie en fait, même dans leur rapport à leur composition, et j'en dégage des principes que j'essaye de recoller avec d'autres principes et de faire un peu ma tambouille, quoi. Parmi toutes les musiques que tu as composées, tout EP confondu, laquelle tu préfères jouer en live ? Qu'est-ce qui te parle le plus ? Après, du coup, ça fait peut-être un peu écho à l'autre question, étant donné que tu m'as dit que c'est un peu du passé, et genre, à chaque fois que je t'ai vu, tu jouais un nouvel EP. Ouais.
Est-ce que ça t'arrive de jouer des anciens parce que justement tu as envie de retourner là-dedans? Dans ma manière de composer les nouvelles choses, à chaque fois, je repose sur la table le sujet de l'instrument de musique. Ça aussi, c'est un truc que j'ai évoqué au début de l'émission, je crois, mais que c'est vraiment pour moi fondamental de me dire, bon, je fais de la musique électronique, mais c'est quoi, avec quoi je vais jouer ça, en fait. Enfin, c'est pour moi la question centrale que je me pose en permanence. Et pour répondre à cette question, chaque EP trouve une réponse différente. Donc, actuellement, j'ai l'impression que mon nouvel EP, c'est avec ces morceaux-là que je m'éclate le plus. J'ai l'impression d'avoir trouvé l'endroit sur lequel je me sens le mieux. Pour l'instant, comment dire, il y avait quelque chose de très... Sur les précédents EP, il y avait beaucoup de sources sonores. Tout ne pouvait pas être joué en live. Et je me suis longtemps interrogé sur comment est-ce que je pouvais m'amuser sur scène. J'ai trouvé des réponses, mais pas 100% satisfaisantes. Je le suis aujourd'hui, je crois, pour le live avec ce set, avec mon rack de modulaire, parce que justement, j'ai fait ce modulaire pour répondre à cette exigence-là. Okay. J'ai envie de m'amuser sur scène. Les autres morceaux, c'était des morceaux qui étaient vraiment pensés pour... qui étaient vraiment écrits à la maison, quand même pas au stylo, à la plume et sur la partition. Avec mais la bougie. Voilà, c'était exactement. En tout cas, voilà, il y avait quelque chose de très écrit. Et ensuite, je me posais la question de comment je vais le jouer en live. Alors que là, la démarche, c'est davantage de me dire, bon, je veux... Mais c'est aussi parce que j'ai senti que Alessandro Cortini faisait ça, par exemple. Ouais. Là, je parle que de lui. En réalité, il y a d'autres qui m'ont beaucoup parlé sur ce travail-là, justement, de rapport au live. Mais du coup, je dirais que les morceaux qui m'animent le plus à jouer sur scène aujourd'hui, pour répondre franchement à ta question, c'est donc ce dernier EP. Parce que pour moi, c'est d'abord des morceaux que j'ai composés live et qui vont être enregistrés live. Et il n'y aura pas de moment où je vais tout mettre à plat en studio, séparer les pistes, tout mixer et tout. Non, je vais tout faire brut pour l'enregistrement. Trop bien. C'est donc, voilà. Pour le live, c'est parfait, quoi. Et du coup, tu comptes faire ça pour tous les autres EP ou tu penses que peut-être ça va encore évoluer, cette vision de la composition, du coup? Est-ce que tu vas retourner à quelque chose avec la petite bougie et l'encre ou tu vas continuer sur ça? Je pense que ça va souvent évoluer. Là, j'ai quand même trouvé quelque chose qui m'anime vraiment avec ce rack de modulaire. Mais tu sais, je t'ai dit que j'avais bloqué une semaine en janvier pour un nouvel instrument. Ouais. Et du coup, ça va être la combinaison de ce nouvel instrument plus le rack que j'ai actuellement. Okay. Donc ça va un peu changer la couleur. Je pense que ce sera un peu plus... Il y aura plus de jeux rythmiques, mais ce sera encore plus sale. Est-ce que tu veux nous parler de projets qui sont encore à l'étape d'idées, mais qui te tiennent à cœur pour toi? Mais franchement, ce que j'ai vraiment en tête, c'est deux choses. C'est le travail que je fais avec Arsène en ce moment sur l'image. Ouais. Donc Arsène, c'est un lighteux, quelqu'un qui travaille l'image, la vidéo, la projection, le mapping, avec un collectif qui s'appelle Capsule, dans un autre grand collectif qui s'appelle le 6B à Saint-Denis. Et on travaille tous les deux sur un live qu'on appellera Statue, qui est le nom aussi de mon EP. On travaille sur l'immersion, quoi. Sur un spectacle immersif, sur un live audiovisuel. Et ça, c'est vraiment le truc sur lequel là, mon regard se tourne. Et là, je suis à fond, là. Voilà, okay. Je suis vraiment sur ça. Immersif, comment? Un écran, une projection. Ouais. Après, si les moyens le permettent, si l'écran peut faire tous les murs de la pièce, le plafond. Ouais, ok. Et lui, il travaille à partir de scans, notamment de statues, mais d'autres choses aussi, d'espaces, etc. On crée des tableaux en fonction des morceaux, on crée des espaces et on joue avec cette matière. Ces scans, en fait, sont représentés par micro-points et ces points peuvent bouger individuellement, donc on peut leur faire ce qu'on veut en fonction de la réaction aux fréquences que moi j'envoie. Et donc ça crée une interaction entre la musique et l'image qui, je l'espère, sera assez forte. On travaille dans ce sens-là, en tout cas. Et ça permet d'avoir un soutien visuel et donc d'être encore plus dans le son. C'est le but de la démarche. Okay. Je suis beaucoup là-dessus. C'est trop bien. Ouais. Est-ce que tu veux partager quelque chose qui t'inspire en ce moment, nous faire découvrir quelque chose, que ce soit livre, expo, musique, tout ce qui peut toucher à la culture, de manière générale, quelque chose qui t'a touché ou qui t'a justement guidé toute ta vie, j'en sais rien. Ce que tu veux. Et spontanément, là, il y a un truc qui me vient, parce que j'y pensais tout à l'heure. Il y a un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaël Bonnefond, qui a fait une expo d'ailleurs aux abattoirs. Il n'y a pas si longtemps. Mais c'est vraiment un très grand photographe, bien reconnu, qui travaille sur l'argentique. Et il a, de par ce travail sur l'argentique, je trouve qu'il y a des choses que peut-être on
on pourrait comparer, alors je vais dire ça très humblement, mais en tout cas, moi je travaille que sur des sources analogiques et lui travaille avec de l'argentique, donc il y a un rapport comme ça très physique à la matière. Et je trouve que ces photos justement ont des couleurs, pour utiliser les mêmes mots, qui peuvent ressembler peut-être à ce que moi j'aime aussi dans le son, aux couleurs de Alessandro Cortini. Je sais que c'est quelqu'un qui a travaillé avec Frédéric Dio Berland, qui est un artiste que j'aime beaucoup aussi. Et ouais, il y a un rapport à la texture évident, tu vois, dans ces photos et dans ce rapport à l'argentique. Je sais pas comment il fait pour capter ces images-là, où tu sens une maîtrise de la lumière et une maîtrise de comment est-ce qu'il peut la faire déraper. Et je trouve que c'est super beau, quoi. Je trouve ça vraiment très beau. Okay. Donc Gaël Bonnefond, allez voir. Ouais. Merci Florent d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Merci à Nuance aussi. Merci Jérémy. Merci Jérémy de nous accueillir encore une fois. Et bien c'est bien le podcast de la création toulousaine, présenté par Lornagram.